La pandémie de Covid-19 a beau être au départ une crise sanitaire, son pouvoir déstabilisant attise les flammes de bien d'autres crises déjà installées depuis des mois, voire des années. Des crises géopolitiques, économiques et sociales. L'Union européenne a été relativement lente à réagir à l'épidémie. Mais aujourd'hui, elle tente de se mettre aux avant-postes d'une réponse mondiale entravée par la querelle acharnée entre Pékin et Washington. Josep Borrell est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Il est avec nous. Bonjour, merci de participer à The Global Conversation. Commençons par le sujet qui est dans toutes les têtes, le coronavirus évidemment. Est-ce que l'Union européenne a une quelconque preuve que le Covid-19 trouve son origine dans un laboratoire de Wuhan, en Chine ? Il semble qu'il soit apparu là-bas. D'après les informations auxquelles tout le monde a accès, il semble que le virus provienne de là-bas. Mais d'un point de vue scientifique, je n'ai pas la moindre preuve de la manière, du moment et du lieu où il a fait son apparition. Donc ce que vous dites, c'est qu'il provient de Chine ou du laboratoire de Wuhan ? Je ne dispose pas d'informations pour répondre à votre question. Je ne sais pas s'il provient d'un laboratoire, d'un marché, s'il a fait son apparition de manière naturelle ou non. Je sais qu'il y a une controverse entre la Chine et les États-Unis sur l'origine du virus. Et pour dire les choses franchement, je crois que nous, Européens, nous ne devons pas alimenter cette controverse. Nous devons demander des études scientifiques pour mieux comprendre l'origine du virus et être capables d'empêcher la prochaine pandémie, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. De ce point de vue, l'Union européenne prépare une résolution qui sera soumise à l'Organisation mondiale de la santé, appelant à une enquête indépendante. Car l'origine du virus, comme vous l'avez dit, est très importante à connaître. C'est une question sensible pour la Chine. Est-ce que les termes de la résolution comporteront des interrogations sur l'origine du virus ? Nous voulons, et je dirais même que nous devons, avoir une approche scientifique, indépendante, pour non pas faire des reproches, mais pour savoir, comprendre et être capable de mieux appréhender ce qui peut se passer, comment cela s'est passé, principalement dans l'objectif de prévenir une autre situation de ce type. Mais les termes précis de ce document, je ne peux pas vous les indiquer car il est encore en cours d'élaboration. Pensez-vous que la Chine autorisera un jour une enquête indépendante sur l'origine de ce virus ? Eh bien, je pense que tout le monde partage ce même intérêt de comprendre ces causes, et j'en suis certain de les comprendre de manière scientifique pour éviter qu'une autre pandémie ne survienne. Cette question est devenue un sujet de controverse et cela va empoisonner les relations entre la Chine et les États-Unis. Je crois que nous devons aborder les choses avec une approche rationnelle, logique et scientifique. Vous dites que cela empoisonne les relations entre la Chine et les États-Unis, mais qu'en est-il de la Chine et de l'Union européenne, puisque vous avez reconnu avoir subi la pression de la Chine pour que vous atténuiez des formulations sur la désinformation ? Il y a eu aussi un communiqué signé par 27 de vos ambassadeurs européens, où l'évocation de l'origine du virus a été retirée par la censure d'État chinoise. Dans ce contexte, diriez-vous que vos relations avec la Chine sont fondées sur le respect et la confiance ? Nous avons une relation positive avec la Chine et mon travail consiste à essayer de la maintenir en ces termes. La Chine est une puissance à de nombreux points de vue. Nous avons une relation complexe du fait de ses multiples dimensions. Elle est une concurrente en termes économiques. C'est un système politique différent. Donc, elle représente une rivale systémique. En même temps, nous nous retrouvons sur certains sujets comme le changement climatique et le multilatéralisme. Et puis, nous avons une relation économique et commerciale forte avec la Chine. Donc, nous devons aborder la Chine de différents points de vue. Mais cela ne nous empêche pas de dire ce que nous avons à dire.
Mais qu'est-ce que vous avez à lui dire dans ce cas quand il s'agit de désinformation? Qu'avez-vous à lui dire concernant sa campagne de désinformation et de rétention d'informations au sujet de cette pandémie? Ce que nous devons dire, c'est ce que nous avons dit dans le rapport que vous connaissez, puisqu'il a été rendu public. Et dans ce rapport, nous avons listé une série de questions et certaines indications que nous considérons comme de la désinformation. Et nous avons publié ce rapport à ce sujet et nous n'avons rien caché. Et je crois que c'est une prise de position importante qui expose les problèmes de désinformation auxquels nous faisons face, pas seulement venant de la Chine, mais aussi de la Russie et de nombreuses autres sources que nous ne pouvons pas identifier. Mais aujourd'hui, nous souffrons d'une épidémie d'information, pourrait-on dire, d'une énorme quantité d'informations qui sèment la confusion chez les gens et qui requièrent de grands efforts de notre part pour expliquer la réalité des choses. Vous avez décrit la Chine comme une rivale systémique. Vous venez aussi d'évoquer la pression que la Chine a exercée sur l'Union européenne dans le cadre de campagnes de désinformation. Dans ce cas, comment la Chine peut-elle être digne de confiance? Eh bien, il n'y a rien de nouveau dans le fait que je qualifie la Chine de rivale systémique. Elle était déjà qualifiée ainsi dans le rapport stratégique que l'Union européenne a publié l'an dernier, donc ce n'est pas une nouveauté. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait la considérer non seulement comme une rivale systémique, mais aussi comme un partenaire important, un concurrent, un partenaire commercial. Mais faites-vous confiance à Pékin? Il y a différents points de vue. Puis-je finir de répondre, si vous le permettez? Puis-je terminer? Donc, il ne faut pas seulement voir la Chine de manière unilatérale, parce que, comme je l'ai dit, notre relation est complexe. Dans ce cas, je vais vous poser une nouvelle fois ma question. C'est une relation complexe, mais faites-vous confiance à Pékin? Vous savez, dans les relations diplomatiques, c'est courant que les puissances exercent une pression via les canaux diplomatiques. Quand un pays est mécontent, il nous le dit et nous faisons la même chose. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de subir des pressions, c'est plutôt la manière dont on réagit à ces pressions. Et comment réagissez-vous à ces pressions? Avez-vous cédé à la pression chinoise? Non. Concernant ce que vous évoquez sur les informations présentées par mes services, pas du tout. Nous continuons de dire exactement la même chose que ce qui était évoqué dans le rapport de travail que nous avons utilisé en interne. Je vous dirai simplement, lisez-le et vous verrez. Mais pourquoi, dans ce cas, un lanceur d'alerte aurait-il jugé nécessaire de faire des révélations sur les activités de vos services? Eh bien oui, je pense que nous avons fait le nécessaire, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Dans quelle mesure? Vous savez, la manière dont mes services travaillent en interne est une question interne. Ok, mais ma question c'était, pourquoi un lanceur d'alerte au sein de vos services aurait-il jugé nécessaire d'affirmer que vous atténuiez votre réaction à la campagne de désinformation menée par la Chine? Je crois que sur cette question, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Eh bien, avançons et évoquons les relations entre vos services en tant que haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et Donald Trump. Vous vous êtes exprimé ouvertement. Vous avez indiqué qu'elles étaient difficiles à gérer et qu'il fallait les traiter avec précaution. À quoi ressemblent ces relations? Dans quelle mesure sont-elles complexes? Eh bien, je ne sais pas, vous parlez de nos relations avec Donald Trump, mais nous n'avons pas de relation avec Donald Trump, nous avons des relations avec les États-Unis. C'est une relation entre institutions et non pas entre personnes. Et tout le monde sait qu'entre les États-Unis et nous, aujourd'hui, il y a des désaccords et que nous avons reçu de la part des États-Unis des remarques que nous n'aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est comme ça et nous essayons de bâtir une relation positive malgré nos différences de point de vue et nos désaccords. À l'heure où les États-Unis se désengagent, ce pourrait être le moment pour l'Union européenne de s'impliquer, mais elle ne le fait pas.
L'ordre mondial était très dégradé avant la pandémie. Le multilatéralisme était en difficulté, principalement parce que les États-Unis s'étaient retirés de l'approche multilatérale des problèmes de la planète. Mais il est clair que l'ordre mondial actuel, on ne peut plus le qualifier d'ordre, il ne correspond plus à la répartition réelle du pouvoir. Cette répartition est d'ailleurs très différente de celle qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de la mise en place de cet ordre mondial où les États-Unis ont pris le leadership. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde désordonné et nous devons construire un nouveau multilatéralisme dans lequel l'Union européenne pourra jouer un rôle important. Le moment peut être opportun pour que l'Union européenne commence à jouer ce rôle, mais elle semble rester en retrait. Comment l'expliquer? Eh bien, c'est votre opinion. Pensez-vous que l'Union européenne fasse suffisamment entendre son point de vue? A-t-elle le poids économique, géopolitique que vous voudriez qu'elle ait? Une Europe plus forte dans le monde, c'est la mission que vous vous êtes donnée pour votre mandat. L'Union européenne est ce qu'elle est. Elle n'est pas un État, mais elle joue un rôle important dans la lutte contre le coronavirus. Elle aide nos partenaires en Afrique et en Amérique latine grâce à toutes nos ressources. Hier, nous avons organisé une conférence des donateurs et nous avons collecté près de 8 millions de dollars pour financer la recherche sur les pandémies. L'Union européenne joue un rôle géopolitique important en tant que pouvoir d'influence. Nous avons eu hier une rencontre avec les pays des Balkans, il y a 2 semaines avec les pays du Sahara. Nous poursuivons nos missions sur le terrain malgré les problèmes liés au coronavirus. Nous faisons ce que nous pouvons en tant que pouvoir, non pas militaire, mais d'influence dans le monde. Et je crois que notre contribution pour faire face à la pandémie a été la plus importante de tous les acteurs au plan géopolitique. Personne n'a contribué autant que nous à la lutte contre la pandémie à l'échelle mondiale. Si l'Union européenne veut maintenir son influence à l'extérieur, elle a besoin d'unité sur son sol. Je voudrais à présent aborder plusieurs sujets internes. Premièrement, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle allemande qui stipule que ses décisions l'emportent sur celles des institutions de l'Union. C'est potentiellement explosif, non ? Cette décision se rapporte à d'anciens plans de relance. Mais à l'heure où l'Union européenne fait face à une crise et cherche à relancer son économie, tout en rapprochant le Nord et le Sud, cet arrêt pourrait renforcer ces divisions internes. La décision de la Cour constitutionnelle allemande doit être respectée car nous respectons toutes les décisions prises par les instances judiciaires des pays démocratiques. Mais cela ne nous empêche pas d'exprimer notre désaccord. Et il est certain que cet arrêt de la Cour allemande soulève des interrogations sur le rôle de la Banque centrale européenne. La seule chose que je peux dire, c'est que nous restons fermement attachés à l'indépendance de la Banque centrale européenne et à la suprématie du droit européen et des institutions de justice européennes. Vous allez donc peut-être vous retrouver en opposition frontale avec la Cour constitutionnelle. Or, c'est une décision de justice. Il est certain que cet arrêt de la Cour constitutionnelle pose un problème auquel nous allons devoir faire face. Quand l'Europe a été touchée par la pandémie, la solidarité a semblé limitée. Il est vrai que l'Union n'a pas de compétences en matière de santé. Mais cette pandémie a soulevé cette question, à savoir si l'Union ne devrait pas être capable de se substituer aux États souverains en termes de santé publique. Y seriez-vous favorable ? Eh bien, c'est vrai. La pandémie interroge sur la meilleure manière d'organiser les systèmes de santé publique.
La santé est devenue un enjeu de sécurité au plan intérieur et extérieur. Quand on parle de sécurité et de défense, il faut aujourd'hui ajouter la santé dans ces questions de sécurité. La santé, ce n'est pas simplement savoir comment gérer l'hôpital de votre ville. Ce n'est pas simplement une question que l'on peut gérer en la limitant aux frontières d'un pays. La pandémie ne connaît pas de frontières. Donc c'est peut-être l'occasion de se demander quel type de réponse l'Union européenne dans son ensemble doit être capable d'apporter dans l'avenir. Elle peut agir par la coordination, la constitution de stocks de ressources essentielles au niveau européen parce que nous avons besoin d'avoir des stocks de sécurité. Cela n'a pas de sens que chaque pays ait son propre stock. Il nous faut un stock européen et la situation serait bien meilleure pour tout le monde. Mais c'est quelque chose dont nous devons discuter. Mais selon vous, faut-il doter l'Union européenne de nouveaux pouvoirs en matière de santé? Vous voulez parler de nouvelles compétences, pas de nouveaux pouvoirs? Oui, de nouvelles compétences. Oui, c'est ça. C'est mieux. Ce sont des compétences. Eh bien, ce ne serait pas une mauvaise idée, mais cela dépend de quelles compétences on parle. Cela doit être discuté entre États membres et donner plus de compétences à l'Union européenne nécessiterait une modification des traités, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Mais peut-être que les États membres peuvent se mettre d'accord pour donner à l'Union un rôle plus important dans la coordination de leurs compétences, par exemple pour ce que nous faisons ici au sein du service des affaires étrangères, mais aussi avec les ministres de la Défense pour essayer d'organiser la contribution des ressources militaires de chaque pays pour aider à faire face à la pandémie et pour agir de manière coordonnée en association avec l'OTAN également. Passons à un autre sujet, rapidement, Monsieur Borrell. L'une des autres victimes de cette crise, c'est la démocratie. Aujourd'hui, après le Covid-19, l'organisation Freedom House a rétrogradé la Hongrie et ne la considère même plus comme une démocratie. Et elle craint que la Pologne ne prenne le même chemin. Reconnaissez-vous que l'Union européenne a échoué dans la défense des principes de la démocratie au sein de ses États membres? Je suis désolé de vous dire cela, mais vous avez une vision du monde qui est un peu dramatique. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la démocratie est une victime de la pandémie. Je vis dans un pays démocratique aujourd'hui comme hier. Et c'est le cas de tous les Européens. Je peux comprendre que vous vouliez parler du risque que les mesures prises pour faire face à la pandémie puissent créer une dynamique allant à l'encontre des libertés individuelles. Mais je ne peux pas vous laisser dire que la démocratie est une victime de la pandémie. Concernant la Pologne et la Hongrie, il y a déjà eu une décision prise par la Commission au sujet de la Pologne. Et les services de la Commission sont en train d'analyser comment nous devons réagir à l'égard de la Hongrie. Enfin, je voudrais dire très clairement que l'Union européenne restera une union démocratique, fondée sur le respect de l'État de droit et les valeurs démocratiques. Et il en sera ainsi avec ou sans pandémie. L'Union européenne peut-elle être démocratique si l'un de ses États membres n'est plus considéré comme une démocratie? Déterminer si un pays doit être ou non considéré comme une démocratie, c'est du ressort de la Commission, du Conseil et du Parlement européen à l'issue d'une analyse au cas par cas. Et autant que je sache, aucun État membre européen n'a été considéré comme non démocratique.